ce matin, on a vu l'intelligence artificielle tout azimut. Là, c'est sur le quotidien du juriste, pour voir exactement de quoi il s'agissait. Mais le juriste, c'est aussi le juge, et c'est ce dont Mathieu va nous parler. Bien, merci Nicolas. Alors, le sujet, la justice face à l'intelligence artificielle, il y avait deux manières de l'apprécier. Soit c'est de se dire, est-ce que le juge va avoir plaidé une IA, ou est-ce que l'avocat va plaider contre une IA? En fait, on va être un peu entre les deux, et on va s'intéresser finalement, effectivement, à l'apport, la tendance qu'on peut avoir là-dessus. Alors, il y a juste une chose assez intéressante dans la réflexion qu'il y a eu sur l'éthique, l'intelligence artificielle et finalement la justice. Alors, on a une citation, déjà quand même, d'un dialogue de Blade Runner dans un projet de rapport qui avait été fait sur l'intelligence artificielle et l'éthique en octobre 2020, où on nous donne un discours. Et le Conseil d'État, qui a rendu son rapport aussi sur la justice, nous cite aussi donc, cet élément-là. Il ne connaît pas la pitié, ni les remords, ni la peur, et rien au monde ne peut l'arrêter, personne. Donc, citation du film Terminator. Donc, c'est très gai. On voit déjà comment l'institution publique approche le domaine. On est un petit peu déçus, on n'a pas de référence de films français ou européens, donc on voit un petit peu la culture aussi des gens qui ont travaillé là-dessus, avec une certaine génération qui était plus celle de la mienne d'ailleurs. Mais donc on arrive dessus. Alors, finalement, sujet de science-fiction ou pas, l'intelligence artificielle et la justice. Alors déjà, on a envie de dire, si on n'arrive pas à trouver de juge et de greffier, on se demande comment on va financer une intelligence artificielle. Donc, abordons quand même ce sujet de fiction comme s'il pouvait exister, et soyons positifs. Alors, première chose, la justice, c'est quoi finalement ? C'est un idéal philosophique et moral, c'est l'exercice d'une activité jugée et un ensemble d'institutions, donc les institutions judiciaires. Et bien évidemment, l'activité de juger, c'est pas uniquement rendre une décision, c'est tout le process d'une décision qui va de la procédure, de l'audience, des plaidoiries, jusqu'au rendu d'une décision, et avec différents acteurs auxiliaires de justice, et bien évidemment, en premier, un juge. Alors, dans le cas de la justice, finalement, on va se retrouver avec quels grands principes dans lesquels on va naviguer avec une intelligence artificielle? Eh bien, tout d'abord, on a les grands principes qui ont été évoqués notamment ce matin. On a la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec le fait que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. On a la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment en article 47. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et par un tribunal indépendant et impartial. Il faut savoir aussi qu'en matière de déontologie, les magistrats ont aussi une déontologie, alors effectivement pas aussi forte que celle des avocats, mais il est rappelé dans le recueil des obligations déontologiques des magistrats que dans sa décision, le juge doit procéder à une application loyale du droit avec une égale considération pour les explications des parties. Dans le respect de ces obligations, il conserve une entière liberté d'esprit pour élaborer sa décision. Là, on a déjà les principes directeurs qui nous disent finalement, la justice, ou à minima le juge, doit garder une certaine autonomie, et deux, on a déjà une barrière qui sont effectivement les droits fondamentaux. On a aussi un principe qui est rappelé de toute façon dans l'article 22 du RGPD sur le fait qu'une personne ne doit pas, comment dirais-je, être soumise à une décision totalement automatisée. Et enfin, un principe qui est de se dire on ne pourra pas déléguer totalement la justice à une intelligence artificielle. On peut d'ailleurs raisonner par rapport à ça sur une prérogative de droit régalien, question qui s'était posée avec la blockchain, où tous les notaires étaient montés au créneau en disant « la blockchain permet de faire de l'acte authentique, qu'est-ce qui se passe ?» Et il avait été répondu « non, 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 ce n'est pas une technologie qui va commencer à bénéficier d'une prérogative régalienne. De toute façon, les notaires garderont bien évidemment le monopole de l'acte authentique. » Bien. Et donc, dans le cadre de cette justice, finalement, l'intelligence artificielle face à la justice, quelles questions se poser? Alors la première chose, c'est la primauté de l'humain. Bon. Ça paraît évident, mais il convient quand même de le rappeler, c'est que, par principe, et une intelligence artificielle, et c'est d'ailleurs rappelé dans le projet de règlement, c'est qu'elle répond aussi, elle doit toujours préserver l'intérêt général, la justice répond à une finalité d'intérêt général, et l'intelligence artificielle doit toujours être là pour les besoins de l'humain et pour assister l'humain et ne pas le substituer. Bien. Et donc, ça veut dire que, par principe, ça veut dire que toute utilisation par la justice d'une intelligence artificielle est faite effectivement sous le contrôle du juge. Et c'est justement pour éviter des biais au titre de décision, comme ça a été illustré ce matin avec l'affaire Compass, où finalement, si je prends un algorithme, l'algorithme va me donner, comment dirais-je, des résultats qui, si je n'ai pas un contrôle critique humain, fait que je vais bêtement suivre un scoring qui n'a rien à voir avec la réalité de commission de certains délits. Donc, principe à rappeler quand même de l'article 14 aussi sur le projet de règlement sur l'intelligence artificielle, c'est le contrôle humain vise à prévenir ou à réduire au minimum
les risques, alors on me dit pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux, qui peuvent apparaître lorsque un système d'IA à haut risque est utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisibles. Deux choses là-dessus. L'utilisation d'intelligence artificielle en matière de justice, c'est une intelligence artificielle à haut risque, CF annexe 3 du règlement. Bien, donc avec certaines règles qu'a expliqué Nicolas Cortier ce matin. Il y a aussi normalement une utilisation d'ores et déjà qui est interdite normalement par le règlement, qui dit vous ne faites pas du contrôle biométrique en live dans des espaces publics, mais le texte dit sauf si, sauf que. Okay, et ceux qui auront la curiosité de lire ce magnifique règlement que nous a résumé très habilement Nicolas ce matin, on verra qu'on a une petite ligne qui dit c'est interdit et le sauf fait une page et demie. Et là, curieusement, vous allez découvrir que finalement, même pour des délits qui seraient punibles à partir de 3 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire le vol dans le code pénal en France, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle et des contrôles biométriques en live. Alors bien évidemment, levée de bouclier lorsque le texte est paru, mais c'était quand même en version initiale, on a ouvert la boîte de Pandore là-dessus. Il y a des discussions bien évidemment en cours, parce qu'on est encore sur un projet de texte, mais voilà d'ores et déjà certaines questions qu'on peut se poser. La deuxième que précise le texte, qui est d'ailleurs une définition qui est donnée dans le règlement, c'est une mauvaise utilisation raisonnablement prévisible. Dit autrement, il faut d'ores et déjà anticiper, et encore plus dans un système de justice, que sans malice, on pourrait mal utiliser une intelligence artificielle et donc arriver à des résultats biaisés. Donc ça, c'est important à envisager. Et rappel aussi des principes lors des discussions qu'il y avait eu, c'est qu'on préserve bien l'autonomie et les prises de décision humaines en garantissant le facteur humain. Bien. Et ce facteur humain, il est primordial, mais pose une question d'ailleurs sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que autant on peut comprendre l'erreur humaine, est-ce qu'on comprendra l'erreur de l'intelligence artificielle? Parce que si l'intelligence artificielle fait une erreur, on va se dire l'intelligence artificielle n'est pas fiable, donc on ne va plus recourir. Donc ça, c'est une vraie question. Et dit à l'inverse, ça veut dire que finalement, l'intelligence artificielle ne sera jamais un élément de substitution, mais reste une aide dans le cadre de la justice. Autre critère à se poser, bien évidemment, c'est le niveau de performance d'une intelligence artificielle. Alors, on vient de nous montrer un outil effectivement très performant. La question par principe de toute utilisation d'une intelligence artificielle dans un monde judiciaire ou autre sera que, à partir du moment où cet outil ne sera plus performant, il ne sera pas utilisé de toute façon. Après, nous avons toutes les notions d'équité et de non-discrimination. Bien, ça, c'est effectivement éviter les biais par rapport à une application. On a eu l'exemple Compass, où il faut savoir que une première personne qui avait été condamnée via cet outil-là avait fait un recours, et finalement, par une pirouette, la Cour d'appel du Wisconsin avait dit « mais de toute façon, si vous aviez été jugé par un juge, vous auriez eu la même condamnation ». Bon, c'était un petit peu court comme justification, mais on est sur quelque chose où effectivement, si les données de base initiales sont mauvaises, okay, ou si elles sont biaisées parce qu'elles sont faites par une approche initiale, de toute façon, tout traitement derrière sera mauvais. Donc c'est là où il faut faire attention, je dirais quasiment, de se poser la question s'il va falloir faire de la discrimination positive dans la constitution d'une base de données pour que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle puisera dans une masse de données, n'ait pas une interprétation biaisée. Donc ça, c'est une question qu'on peut éventuellement se poser par rapport à ça. L'autre élément, bien évidemment, c'est que justice et intelligence artificielle, il ne faut surtout pas déshumaniser le lien entre la justice et le citoyen, le justiciable. Bon, c'est important, et on peut faire un parallèle d'ailleurs sur la réflexion qu'a eu différentes commissions du Parlement européen en matière d'éthique et d'intelligence artificielle, et ils ont raisonné notamment en matière de santé. Et en matière de santé, ils avaient indiqué que, admettons, considérant que la santé numérique ne devrait pas déshumaniser les soins de santé ni affaiblir la relation entre un médecin et son patient. Bon, c'est la même chose entre finalement un justiciable et la justice. Il ne faut surtout pas rentrer dans une logique de déshumanisation. Autre élément à prendre en compte, toujours dans cette justice et cette intelligence artificielle, c'est la question de la transparence et de la confiance. Nous venons d'avoir une intervention, on nous a donné une certaine transparence du fonctionnement de l'algorithme, effectivement comment ça fonctionne. Mais pour que l'on ait confiance dans un outil, encore faut-il savoir comment il a pu aboutir à un résultat, et donc ça veut dire qu'il faudra connaître de manière fine comment a raisonné un algorithme pour donner un résultat. Et ce principe de transparence va potentiellement se heurter
à un principe très basique qui est un principe de protection du savoir-faire et de propriété intellectuelle. C'est la difficulté qu'il y a aux États-Unis par rapport aux solutions qui sont utilisées, où justement des justiciables demandaient à ce que soit qu'on donne l'accès finalement au code qui permettait d'aboutir à tel résultat, et on opposait un droit de propriété intellectuelle. Alors que là, à la différence en système français, il faudra avoir cet élément-là, et finalement dire que la personne devrait être avertie qu'on utilise un tel système, et qu'on puisse en dire aussi, voilà comment on a interprété le résultat que donne une intelligence artificielle. Et ça, on peut faire un lien de la question qui s'est posée pour la loi bioéthique, où on a une nouvelle disposition dans le Code de la santé publique par rapport à la loi bioéthique, qui dit que finalement, lorsqu'il y a eu un traitement de données algorithmiques qui a été réalisé à partir de données massives et qu'un acte de prévention ou de diagnostic a eu recours à cela via un dispositif médical, il faut s'assurer que la personne concernée en a été informée et qu'elle est, le cas échéant, avertie de l'interprétation qui en résulte. Donc ça, il y a cette question éthique et je reviendrai un petit peu plus tard. Autre principe très pragmatique à se poser, c'est la question de la sécurité d'une intelligence artificielle. La justice est un service qualifié d'opérateur d'importance vitale au niveau national, comme certains transports et les systèmes bancaires. Donc cela veut dire qu'à partir du moment où je requiers de plus en plus les services d'une intelligence artificielle qui est définie sur le règlement comme un logiciel, il faut que j'assure un principe de cybersécurité par rapport à ce principe. Autre élément encore, l'élément environnemental qui a été évoqué ce matin, c'est qu'effectivement, on va commencer à se poser finalement la question de l'empreinte carbone d'une intelligence artificielle dans la fourniture d'un service public. Alors, est-ce qu'on va la mesurer par rapport au fait de savoir un juge, lorsqu'il respire, il expire combien et il souffle combien de CO2 par rapport à une intelligence artificielle? C'est un débat qu'on pourrait avoir, mais en attendant, c'est une question qui va se poser. Dernier élément qui est important, c'est l'autonomie, entre guillemets, stratégique par rapport au recours à une intelligence artificielle, qui rejoint cette notion finalement de souveraineté numérique, de se dire, par rapport à l'utilisation d'une solution, est-ce qu'on mettra, entre guillemets, entre les mains d'une entité étrangère, d'un éditeur étranger, l'ensemble des données propres à une jurisprudence, une réglementation nationale, et finalement une certaine dépendance. Le deuxième point que je souhaite aborder, je regarde le temps, c'est justement ce qu'on a dit, la justice prédictive qui n'existe pas. Effectivement, c'est plus de la, entre guillemets, prédictibilité que la justice prédictive. Parce que finalement, l'intelligence artificielle, elle ne vit que sur le passé, parce qu'elle vit sur un existant, c'est-à-dire la masse de données existantes. Et donc, c'est par rapport à ces éléments-là qu'elle va donner finalement, pas une prédiction, mais une probabilité de résultat. On va plutôt dire ça comme ça. Et pourquoi c'est une probabilité de résultat? Parce que finalement, vous pouvez prendre un cas d'espèce dans une affaire où normalement, vous imaginez que, je ne sais pas, un débiteur n'a pas payé ses factures, ok, les factures sont échues, elles ne sont pas contestées, elles doivent être payées. Bon, ok, normalement, votre dossier est gagné à 100%. Bon, et je fais un raisonnement très simple, une intelligence artificielle vous dirait à 100%, vos dossiers, ça va se passer comme ça, la partie adverse va être condamnée à ça, ça. Bon. Maintenant, prenons des faits d'espèce. Bon, il y a la compétence des propres conseils qui vont gérer le dossier. Je peux avoir une erreur de procédure, je peux avoir la mauvaise société qui a été assignée, je peux d'un coup avoir un délai de prescription, parce que je n'avais pas rentré cet élément-là. Bref, on a encore, c'est pour ça qu'on est juste sur de la prédictibilité, mais on n'est pas sur quelque chose d'affirmatif et d'absolu. On peut avoir encore beaucoup d'aléas qui peuvent intervenir par rapport à une prédictibilité d'une intelligence artificielle. Alors, en illustration, en tout cas, on a effectivement déjà l'intelligence artificielle qui est utilisée par la Cour de cassation, notamment avec l'INRIA, qui mesure les écarts qui existent entre les 6 chambres de la Cour de cassation. Parce qu'il se trouve que pour des mêmes règles, on a de la divergence entre certaines chambres. Et donc, ils sont en train de normaliser tout ça. Donc, ils ont fait une politique de titrage de toutes les décisions pour après faire de la comparaison. Parce que sinon, ce serait, pour le moment, c'est fait par rapport à des humains. Et entre guillemets, c'est impossible par rapport aux milliers de décisions qu'il y a de pouvoir faire ça. Bon. Il y a eu aussi une tentative finalement d'imposition indirecte de l'intelligence artificielle sur les avocats. Quand on a eu cette petite directive qui était d'un fin août, qui disait au fait, on va lancer un projet, les avocats vont devoir désormais résumer leurs conclusions en 1000 mots, faire la synthèse de leurs moyens en 1000 mots. Okay, bon, c'était un petit peu de se dire on va mâcher le travail des juges, mais c'était dans une optique aussi de se dire finalement, je vais commencer à normaliser pour faire travailler des intelligences artificielles là-dessus. Bon, ça a été exclu.
Autre rapport, autre question qu'on peut se poser finalement sur l'intelligence artificielle, ce qui est bien effectivement, c'est que dans l'absolu, une intelligence artificielle, elle n'a pas d'humeur, donc elle raisonnera de manière invariable. Ce qui n'est pas le cas effectivement, ce qui a été cité ce matin d'une étude de 2011 faite aux États-Unis, suivant laquelle effectivement, vous aviez des chances d'être moins puni si c'était après le petit déjeuner ou après le déjeuner. Bon. Alors après le petit déjeuner, je peux comprendre. Après le déjeuner, peut-être que c'est une phase de digestion des juges qui faisait qu'ils écoutaient moins l'affaire. En tout cas, c'est une réalité. Je le dis, je pense qu'il y a prescription. Moi, quand j'ai fait l'école d'avocat dans le cadre de mes stages à Marseille, stage en juridiction il y a un peu plus de 20 ans, un juge nous avait très clairement dit au tribunal correctionnel, passé une certaine heure, il ne faut plus me parler de la Convention européenne des droits de l'homme. Bon, ok. Si vous aviez une intelligence artificielle, elle s'en fiche, quelle que soit l'heure, d'entendre la Convention européenne des droits de l'homme. Bien. Et donc, effectivement, on a ce facteur humain qui existe aussi, que pourrait pallier l'intelligence artificielle. Les questions qu'on peut se poser après, c'est finalement de dire, mais l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle n'est pas intelligente? Et dit autrement, dès qu'il y a un revirement de jurisprudence, elle ne sert à plus rien, parce que finalement, toute la base analysée passée n'a plus de valeur. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. C'est une question qu'on peut se poser sur le champ des données entre la hiérarchie des normes et aussi du droit national et du droit communautaire. Et il y a une question aussi, finalement, de se dire, est-ce qu'on n'arriverait pas à un appauvrissement de la jurisprudence à partir du moment où on va se dire, la tendance, le résultat qui m'est donné par une intelligence artificielle est tel résultat, donc je ne vais plus plaider le dossier, donc finalement, je me restreins sur cet élément-là et j'ai un sentiment de paresse d'adhérer à un résultat. En matière pénale, il faut quand même rappeler que l'article 132-1 du Code pénal dit 1. Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. 2. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale. Ça, c'est un élément essentiel de personnalisation, c'est un élément essentiel d'humanisation de la justice qu'on ne pourra pas faire passer dans une intelligence artificielle. Donc ça, c'est encore un élément éventuellement qui fait qu'on fera attention à l'intelligence artificielle. Autre question à se poser, la collégialité qui est un principe fédérateur du droit. Normalement, les décisions sont prises de manière collégiale, sauf certaines. Si vous aviez que des intelligences artificielles, elles ne vont pas se contredire. La vraie question, c'est de se dire maintenant, est-ce que j'ai un juge plus une intelligence artificielle et je crée une collégialité? Autre principe de droit, le double degré de juridiction. Si votre intelligence artificielle a jugé comme ça en première instance, il n'y aurait aucune raison qu'elle se contredise en appel. Donc ça veut dire par défaut qu'on reste sur un outil qui est une aide, mais en aucun cas un outil qui vient se substituer. Autre limite sur laquelle il faudra penser, et là il y a une vraie question qui va se poser, c'est finalement droit à un procès équitable. À partir du moment où vous aurez une intelligence artificielle qui globalement vous dit votre dossier a un pourcentage assez élevé de ne pas aboutir ou vous ne succéderez pas dans vos prétentions. Vous avez votre protection juridique qui habituellement vous finance votre procédure, éventuellement sur un forfait qui dit les litiges de la vie quotidienne, j'ai un souci de voisinage et si j'ai ça, et à date, éventuellement, il y a une pré-consultation qui est faite, okay, mais aucun avocat n'est magicien ni devin, il dit jamais vous allez gagner, vous n'avez pas gagné, il vous donne des arguments, dire on y va, on n'y va pas. Bon. Mais si je commence à avoir une tendance et un référentiel qui me dit dans ce type de dossier, vous avez 80% de chances de perdre quoi que ce soit. Finalement, les assureurs risquent de dire écoutez, je ne finance pas votre procédure parce qu'elle a un aléa tel de gain où vous êtes perdant à 80%, j'arrête. Et donc, ça veut dire que l'accès au droit ou à la justice pourrait être limité par rapport à ces éléments-là. Et donc, ça, c'est une vraie question à se poser, tout comme on pourrait presque dire est-ce que l'IA, elle va contre la présomption d'innocence? Genre, des faits, l'IA dit vous allez être coupable. Ok, ça lutte déjà contre la présomption d'innocence. Donc, c'est des vraies questions à se poser. Dernier élément, je fais attention au temps. Donc, les limites qu'on a déjà pu constater, c'était DataJust, qui était un projet de dire on va créer une base avec une intelligence artificielle qui permet d'apprécier le quantum qui est dû à des victimes en matière de préjudice corporel. Bon, expérimentation de 2 ans, c'est dommage, ça a été arrêté jusqu'après que le Conseil d'État, qui avait été attaqué sur le principe de la mise en œuvre de système, ait rendu une décision le 31 décembre 2021 en disant c'est bon, ils ont arrêté 3 semaines après. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de données à prendre en compte, c'était trop complexe pour qu'on arrive à faire ça. Mais en attendant, on avait dit oui, c'est de l'intelligence artificielle, mais ça existe déjà depuis des années. Ceux qui font du préjudice corporel, on a le barème d'Intillac ou autre,
On sait qu'on a des pressions doloris, on sait qu'on a une EPP de temps, il a tel âge, il a telle traumatologie, et on sait déjà que globalement, il y a un barème qui est reconnu par toutes les juridictions. Donc, ce n'est pas un gros mot de faire de la statistique ou de la prédictibilité non plus sur certains éléments juridiques. Enfin, j'en terminerai par là. Outre que le fait que je serais curieux un jour si mon intelligence artificielle sera qualifiée, est-ce qu'il y a un délai raisonnable ou la bonne foi, ça c'est toujours la notion qu'on n'arrivera pas à mesurer, c'est que finalement on peut se demander si indirectement l'intelligence artificielle et les résultats qu'elle donne, ça ne va pas constituer un genre de soft law. Okay, le droit souple, c'est quoi, suivant le Conseil d'État? C'est globalement des règles et recommandations qui ne sont pas impératives, mais qui sont reconnues, et globalement qui doivent orienter le comportement de leurs destinataires. Okay, on a des principes, par exemple, la CNIL donne des tas de recommandations, elles ne sont pas liantes, c'est recommandé, ce n'est pas un droit opposable, mais c'est de la soft law. Bon. Et finalement, lorsqu'on commencera à avoir des référentiels de prédictibilité par rapport à tel type de contentieux qui disent globalement c'est ça, indirectement au bout d'un moment, tout le monde va adhérer à ce résultat qui est donné et on va commencer à créer des nouveaux référentiels de droit souple finalement qui seront peut-être utilisés. Ça c'est une question effectivement qu'on pourra se poser dans le futur pour voir comment ce sera fait. Maintenant, ma première espérance effectivement, c'est d'espérer que la justice ait effectivement des moyens pour lancer des projets d'intelligence artificielle et que comme la justice est un service public, j'espère que ça bénéficiera aux juges, mais aussi à l'ensemble des praticiens du droit et pas que les juges. Je vous remercie. C'est moi qui prends la parole. Merci beaucoup et merci vraiment pour cette intervention qui a été vraiment complète. Ce qui vient le plus à l'esprit, c'est que tu as fait un tour absolument global du sujet. On va faire une courte pause et après on reprend pour les deux dernières interventions avant la clôture.